N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Nous sommes le mercredi 14 novembre 2018, 11h au studio bleu de Canal FM. La même heure qui sonne dans les studios des médias partenaires qui nous reprennent ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Merci à vous. Et tout cela est possible grâce aux techniciens. Kokou Michel Vitor Betomenga à la console, pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne. Kodjo Tété Innocent Sasgaou Vifambolo Adjaralamaito qui a le plaisir de vous retrouver. Je suis toujours bien content quand j'ai autour de moi les confrères et amis. Aujourd'hui, mercredi, nous allons parler naturellement santé. Et cette fois-ci, question d'alternance par la voix de Zabdiel Bignaké. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Vous voulez nous dire que santé et éducation a plusieurs visages et plusieurs voix? Oui, exactement. Et quand on a Basile Mignaké, on peut avoir Galdiel Tchonyadji ou encore les autres? Oui. Il y a Hubert Logan aussi. Hubert Logan. De temps en temps. Et il y a aussi Abel aussi. Voilà, tous ces noms associés à santé et éducation, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, n'est-ce pas? Non, c'est toute une équipe derrière. Le libéral paru aujourd'hui par son directeur de publication, Fabrice Patom Pekezi Biazma. Alafia, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes bien habillé aujourd'hui. C'est pour le club de la presse ou bien pour la troisième mi-temps? C'est valable pour toute la journée. Merci beaucoup et bonjour à votre épouse. Vous savez, derrière un petit homme, il y a toujours une grande dame. N'est-ce pas, monsieur Adoko? Bonjour, Sass. Eh bien, notre invité politique, Pascal Komlan Agbekoyi Adoko, alias Assil Assime, pour dire que nous ne sommes pas le seul à porter des longs noms, n'est-ce pas, monsieur Adoko? Et comment alors? Chez moi encore, quand le tam-tam résonne, il dit Bobo Lekiti. Voilà. Et là, vous nous transportez directement à Havé, ça? Tout à fait. Havé à 4-5 km d'Adangbe. Pour oui. dire que vous et moi, nous sommes parents, cousins. Tout à Nos fait. villages paternels sont distants d'à peine 4-5 km. Exactement. Merci beaucoup. beaucoup. Pascal Komlan Agbekoyi Adoko, que les amis connaissent sous le pseudonyme de Assil Assime. Il est le secrétaire général adjoint de la CDPA. Il a notamment en charge les questions politiques. La CDPA, qui est membre de la coalition, vous avez compris, Pascal Adoko, que de la CDPA à la coalition, le pas sera vite franchi. Tout à fait. Et c'est avec beaucoup d'abnégation que la coordination se fait à travers notre secrétaire général. Merci. Je suis le seul innocent en majuscule, mais il y a aussi de faux innocents ici et là. Nous en avons un aujourd'hui. Monsieur Innocent Kpeto, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Vous êtes innocent minuscule. Le seul innocent majuscule, c'est moi. Là, nous convenons. Il va falloir le démontrer. Eh bien, nous avons l'occasion pour le démontrer aujourd'hui. Merci. Eh bien, notre invité Innocent Kpeto, c'est le président de l'ordre des pharmaciens du Togo. Les pharmaciens qui s'ouvrent à nous ici au Togo toute la semaine. Merci, monsieur le président de l'ordre, de venir nous en parler. Oui, effectivement, merci de nous donner l'occasion de profiter de votre en tout cas audience pour porter le message que nous avons souhaité partager au niveau de nos officines avec la population. Voilà, il s'agit, comme vous le savez, de la problématique de l'antibiorésistance, la résistance que font les bactéries contre les antibiotiques. Nous avons l'occasion d'en parler. En tout cas, merci. Nous en parlerons incessamment, mais monsieur Adoko, vous êtes notre invité et c'est vous qui aurez à réagir sur notre pensée du jour et un peu le vieux constaté. Eh bien, en début d'émission de lundi, nous partageons avec vous la pensée de Voltaire, qui avait écrit, citation, « La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. » De cette pensée de Voltaire, nous partons en République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Eh bien, la RD Congo organise d'importantes élections le 23 décembre prochain, avec notamment le choix d'un nouveau président de la République dans ce pays.
et dans la perspective de damer le pion au pouvoir de Kabila Kabange, au pouvoir actuellement, et réaliser par voie de conséquence l'alternance dans ce pays, les 7 principaux leaders de l'opposition de la RD Congo se sont lancés dans un processus devant les conduire au choix d'un candidat unique de l'opposition en face du dauphin désigné par Joseph Désiré Kabila, le président sortant. C'est ainsi que, après de laborieuses concertations un peu partout, les 7 principaux chefs de l'opposition congolaise se sont retrouvés il y a une semaine à Genève, en Suisse. Et à l'issue d'un long conclave de 3 jours, la fumée blanche a affiché le nom de Martin Kayoulou. Mais paradoxalement, face à ce Martin Kayoulou choisi lors du conclave comme candidat unique de l'opposition, paradoxalement, dès le lendemain, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui étaient pourtant partie prenante de tout ce processus, disent se fonder sur les réactions d'hostilité de leur base politique pour renier leur signature de Genève, retirer leur soutien à Martin Kayoulou et relancer ainsi leur propre candidature. Et pourtant, selon les révélations de la fondation Kofi Annan, cette fondation qui joue la médiation entre les leaders de l'opposition congolaise, nous apprenons que les 7 leaders de l'opposition congolaise se sont engagés à Genève, au cas où ils renieraient leurs paroles, à se retirer de la politique, à se soumettre à la honte nationale et à subir la sanction de leur père. Pascal Adoko, au vu de ce qui se passe en RD Congo, au sein de l'opposition, on pourrait dire que Voltaire était bien inspiré quand il écrivait il y a environ 300 ans que la politique, c'est décidément le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Pascal. Non, je crois que nous devons faire très attention à l'interprétation qu'on veut bien donner à ce que Voltaire a dit. Parce que je pense que l'épisode de la RD Congo, quoique déplorable, n'est pas nécessairement rapproché de ce que vous venez de dire, en tout cas de ce que Voltaire aurait écrit il y a 300 ans. La réalité est plutôt ailleurs. Et si je prends le cas du Togo, eh bien, moi c'est plutôt les jeunes Togolais, peut-être près de 25 000, qui se sont acharnés à préparer des dossiers de candidature d'un concours qu'on savait à la limite fictif parce que c'est récurrent au Togo. À 1 ou 2 mois des élections au Togo, le gouvernement qui nous dirige pendant 50 ans organise toujours un concours qui a une forme de mettre les jeunes à leur disposition, de leur promettre monts et merveilles plutôt, en leur disant, vous nous aidez à faire campagne, vous votez pour nous et vous serez admis au concours. Et une fois que l'élection passe, on retourne encore à la case départ. Oui, en ce moment-là, je suis d'accord avec Voltaire. Voltaire a raison parce que c'est des gens sans foi ni loi qui savent pertinemment que ce qu'ils offrent à la jeunesse c'est de la fumée, mais l'utilisent à dessein. Maintenant, si on revient à ce qui se passe à la RD Congo, on ne peut pas être fier, en tout cas, du parti politique dont je suis issu, la Convention démocratique des peuples africains, la CDPA. Nous ne pouvons pas être fiers parce que face à la dictature, il y a des efforts et des sacrifices à faire. Et nous, pour ce qui nous concerne en tout cas, nous l'avons toujours préconisé et nous l'avons toujours fait. Au point que les gens pensent que c'est un parti politique qui est désintéressé. Et donc, dans toutes les situations où nous avons été obligés au Togo de choisir un candidat unique, la CDPA a joué le rôle, le jeu, jusqu'au bout.
c'est l'occasion pour moi, si je peux me permettre, de dire à mes frères de la RD Congo que ce qui les attend est grave. Parce que les voilà confrontés à une dictature implacable. Et si on n'est pas capable de faire de petits efforts, de petits sacrifices pour aboutir, eh bien, on aura trahi le peuple. D'autant plus que ils étaient en conclave. Et quand on est en conclave, on doit faire prévaloir ses droits. Et si tant est que certains, aujourd'hui, peuvent se prévaloir de leur popularité, il aurait dû faire prévaloir ça autour de la table ou ne jamais signer ce contrat. C'est ça mon regret le plus profond. Merci. Quand on parle de la CDPA, on ne peut pas ne pas se rappeler le fameux discours de Tchekpo. Quand le professeur Ninevi disait « démocratie d'abord, multipartisme ensuite ». Mais revenons à la CDPA de 2018. Depuis plus d'un an, vous êtes avec 13 autres partis au sein de la coalition des 14. Au début, vous étiez mis ensemble pour réaliser les réformes avec les manifestations que vous avez organisées et qu'on a vues. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un processus électoral. Alors, est-ce que la coalition pour arracher les réformes prend de plus en plus la forme d'une coalition électorale? Et dans ce cas-là, avec les 14 que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire que chacun des 14 partis respecterait les engagements que vous auriez éventuellement pris? Nous n'avons pas de raison d'en douter, car nous sommes dans une situation extrêmement grave qui engage l'avenir de notre pays, de l'avenir de nous tous, vous et moi, y compris mes frères qui sont frontales à moi aujourd'hui par rapport à la conception qu'on a de la politique. Nous sommes tous en danger. Et donc, je pense que pour notre part, au niveau de la C14, une attitude contraire ne serait pas justifiée. Je dirais en plus que jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que nous sommes ensemble, nous avons appris à nous pratiquer. C'est vrai que l'union, dit-on en politique, est un combat. Et ça, je le confesse. Je suis d'accord. Mais nous combattons et en tant que combattants, nous n'avons pas de raison de désespérer si tant est que l'avenir du pays doit passer par là. Merci. Avec notre invité Pascal Adoko, nous allons passer en revue la situation sociopolitique de l'heure, notamment la coalition qui était en conférence de presse hier. Qu'est-ce que la coalition a décidé quant à la prolongation décidée par la CENI, le gouvernement, pour les recensements? Cette CENI qui vient encore de proroger le délai de dépôt des candidatures pour les élections législatives du 20 décembre et également la prestation des 8 nouveaux membres de la CENI qui sont issus des rangs de la coalition. Quelle consigne la coalition donne à ces 8 personnes d'aller prêter serment ou de ne pas le faire devant la Cour constitutionnelle? Nous aurons à revenir sur tout cela avec à mes côtés, j'ai déjà présenté Fabrice Patom Pechezi. Nous venons d'être rejoints par Abbas Issaka de Le Mania Libéré. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les autres qui nous écoutent. Également Joachim Loko de Dunia Le Monde. Bonjour Joachim. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Merci Patom. Comme nous avons parlé de professeur Ninevi de la CDPA, le fameux discours de Tchekpo, démocratie d'abord, multipartisme ensuite, c'est le même professeur Ninevi qui disait à l'ouverture de la conférence nationale souveraine en juillet 1991 les accords lient au moins les signataires. Oui. Les accords n'engagent que les signataires. Oui, en fait, les accords n'engagent que les signataires. C'est pour dire que un accord, un engagement, ça lie au moins ceux qui ont prêté leur voix à l'engagement à la signature. Oui, bien évidemment, c'est un contrat. Merci beaucoup. Nous allons y revenir, mais commençons par nous assurer que nous sommes en bonne santé, n'est-ce pas, Zabdiel Il faut être en santé pour pouvoir travailler. Eh bien, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et vous consacrez pas moins de 3 articles au diabète. Commençons par ces maladies non transmissibles qui nous tuent, les cancers, l'hypertension et le diabète. Et vous vous demandez, Santé Éducation, si nos pays, dont le Togo, perdent la bataille contre ces maladies. Oui, et justement, on peut être tenté de dire un oui, parce que
ces maladies-là tendent à l'emporter sur les pays. En 2016, c'est 12,5 millions de personnes âgées de 30 à 70 ans qui ont été tuées par le diabète de par le monde. Donc, c'est dire que c'est presque 2 fois la population togolaise. Donc, cette maladie-là, ces 3 maladies à eux seuls font des dégâts, l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc, il faut que nos États puissent mener une lutte, surtout dans le domaine de la prévention, parce que dans l'article, vous verrez que les chercheurs ont vivement pointé du doigt cet aspect-là. Les pays doivent lutter dans le domaine de la prévention pour pouvoir éradiquer ces pathologies. Merci, les pays doivent lutter. Le professeur Moustapha Mijiawa, c'est ce qui lui revient pour nous mettre à l'abri de ces maladies. Mais nous-mêmes, les citoyens qui tombons malades, vous nous recommandez encore à quelques mesures de prudence, à savoir les comportements que nous devrions adopter vis-à-vis des alcools, des tabacs et notamment de l'obésité. Oui, l'obésité est un grand facteur de risque pour le diabète parce que aujourd'hui, on constate que surtout les enfants, quand ils vont vers l'âge adulte, ils prennent du poids. Et quand vous prenez du poids, c'est de la graisse accumulée, ça veut dire que vous prenez trop de sucre et vous êtes sujet au diabète. Votre organisme ne va pas bien travailler, il y aura le rein qui sera atteint, vous aurez des problèmes rénaux et tout ça. Donc il y a toute une complication qui vient après. Donc il urge que nos populations adoptent de bons comportements, une bonne hygiène de vie et ne surtout pas manquer de faire des activités physiques. Toujours et toujours des mesures de prudence et discipline de vie pour nous mettre à l'abri de ces pathologies comme l'hypertension artérielle, les cancers et le diabète, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Et là-dessus, vous faites aussi un zoom sur le diabète en nous rappelant qu'ici au Togo, selon une enquête menée en 2010, la prévalence du diabète au Togo est de 2,6%. Et parmi ceux-là, 85% des Togolais ignorent tout simplement s'ils sont ou ne sont pas diabétiques. Justement, c'est ça qui est alarmant parce que en 2010, selon la même enquête, il y a 92% de la population qui ne connaissait pas sa glycémie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait le test de glycémie pour connaître leur statut, pour savoir si j'ai un taux de sucre élevé dans le sang, est-ce que je suis diabétique, est-ce que je suis à risque. Donc, ce qui fait que la plupart des gens sont diabétiques ou ont un taux de glycémie élevé, mais ne le savent pas. Donc, c'est quand on s'écroule qu'on se retrouve à l'hôpital et que le docteur nous annonce la nouvelle. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation pour que nos populations commencent petit à petit par faire ce dépistage-là pour connaître son statut. Eh bien, je reviens dans ce studio, je regarde Patom Pedjesi, Fabrice, Abbas Issaka, Joachim Loko, Pascal Adoko et nos techniciens Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Est-ce que vous connaissez vos statuts en matière de diabète? Est-ce que vous connaissez votre tension artérielle? Est-ce que vous connaissez votre taux en matière de hépatite virale? Ne me répondez pas, mais répondez devant votre conscience. Moi-même, y compris d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Toujours est-il que Santé Éducation nous rappelle encore une fois que le diabète est l'une des causes de mortalité au Togo et en Afrique dans le monde. Davantage de sensibilisation. C'est ce que Santé Éducation fait, notamment en nous présentant cette recette pour éviter le diabète, l'hypertension et pour également ralentir le virus de l'hépatite virale. Quelle est cette recette, Zabdiel? La recette est à retrouver dans l'article. La recette, c'est juste ce que nous avons à la maison. Ce sont des ingrédients maison. Vous pouvez faire cette recette-là à la maison. Vous consommez ça et vous alliez aussi les activités physiques et une bonne hygiène de vie et vous n'aurez pas à entendre parler du diabète. Maintenant, ce qui concerne l'hépatite virale, cette recette-là permet de ralentir la propagation du virus. Et c'est une recette proposée par un naturopathe togolais qui œuvre dans la médecine alternative. Mais déjà, quand on adopte une habitude alimentaire saine, quand on pratique une activité physique ou sportive au quotidien, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on sait se respecter et se discipliner devant les alcools, aussi bien les boissons, devant également les boissons énergisantes, devant également les virées nocturnes. Voilà. C'est vrai, les virées nocturnes et puis ne pas s'exposer en public à quelqu'un qui fume. Parce que le fumeur passif est plus exposé aux maladies que le fumeur
lui-même. Alors, qu'est-ce que vous diriez, Zabdiel, à un directeur de société qui vient de fumer la pipe dans son bureau alors qu'il doit accueillir une réunion de ses collaborateurs dans un instant? Vous lui direz quoi, Zabdiel? Alors là, je sais pas trop, mais un directeur d'entreprise ne peut pas donner cet exemple-là normalement. Oh non, je reprends la question. Le directeur de société, il sait qu'il attend une réunion dans 30 minutes avec ses collaborateurs. Or, il vient de fumer une cigarette ou bien la pipe dans son bureau. Je lui dirais tout simplement qu'il tue ses collaborateurs, donc il diminue la production. Il se tue lui-même et ses collaborateurs. C'est le directeur qui ne manque pas d'écouter Canal FM, écoute lui-même. Mais passons de ces pathologies, mais venons-en à une autre, l'anémie. L'anémie qui est une question de diminution des niveaux de globules rouges et d'hémoglobine dans le sang qui peut également conduire à des maladies. Vous nous présentez des jus naturels pour prévenir contre également cette anémie-là. Oui. Nous présentons des jus naturels parce que l'anémie, comme vous l'avez dit, c'est la diminution de l'hémoglobine et des globules rouges dans le sang. Maintenant, cette pathologie-là, c'est le plus souvent dû à notre mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée. Quoique l'anémie peut intervenir quand quelqu'un a un accident, par exemple, et qu'il perd du sang, ou par rapport à des maladies héréditaires. Mais là, c'est par rapport à l'alimentation. Nous manquons de fer dans notre alimentation. Donc, nous avons là des jus qui, naturellement, vont vous apporter ce nutriment. Non, vous aussi, Zabdiel. Oui, évidemment, parce que j'en consomme, le jus de spiruline, par exemple. Beaucoup de jus qu'on trouvera dans l'article à la page 3 et qu'on peut préparer très facilement. Et puis, Zabdiel, je suis tombé sur un article qui me conforte dans ce que je savais déjà, mais qui me fait froid. Quand vous écrivez que le chômage nuit gravement à la santé, l'article dit qu'on observe une surmortalité au sein des chercheurs d'emploi, pour ne pas dire les chômeurs. Ces chômeurs qui sont sujets à des pathologies cardiovasculaires, à des comportements addictifs. Les chômeurs qui sont tentés de s'adonner au tabac, à l'alcool, voire même aux drogues, ou encore ils sont souvent tentés par le suicide, parce que leur alimentation se dégrade, leur activité physique également baisse, ils sont également victimes d'anxiété, de dépression, de profonds sentiments de honte et de culpabilité. Décidément, le chômage, c'est plus qu'une guerre mondiale. Oui, le chômage tue, surtout quand le chômage il est brutal. C'est-à-dire que l'employé n'a pas anticipé le chômage, la décision de son employeur de le licencier. Et là, c'est rapidement la dépression, c'est l'anxiété, c'est le stress. Et rapidement, la personne change son habitude alimentaire. C'est-à-dire que d'abord, elle va avoir tendance à ne pas manger, elle va commencer à laisser tomber l'activité physique, elle sera sédentaire. Donc, cette personne-là sera vraiment sujette à ces pathologies-là. Et donc, il faut vraiment que dans nos communautés, dans nos familles, que nous apportions de l'attention à une personne qui est en recherche d'emploi. Oui, combattons le chômage, surtout sachons entourer les chômeurs autour de nous d'attention. Et c'est pas fini, cette litanie. Les chômeurs sont sujets à des maladies chroniques telles que l'asthme, l'hypertension, le diabète, l'excès de mauvais cholestérol, le psoriasis. Qu'est-ce que c'est ça? Le psoriasis? C'est une maladie aussi, c'est une pathologie aussi qui peut atteindre rapidement le chômeur. Et le chômeur également qui connaît des troubles de sommeil. Fabrice, Dieu merci, vous êtes créé de l'emploi par votre journal. Faites tout pour ne pas tomber sous le coup du chômage. Oui, mais quand ça ne marche pas aussi... Faites tout pour que ça marche. Vous êtes comparable à un chômeur. Merci. Et puis, un article qui peut intéresser Abbas Issaka, Joachim Loko, je ne continue pas. C'est à l'endroit de vos compagnes, de vos femmes, de vos filles, pour ne pas dire également vos maîtresses. Dites-leur à ces femmes-là que l'excès de produits de beauté peut nuire également à leur santé. Abbas, vous passez le message. Oui, sans problème. L'excès de produits de beauté peut nuire à la santé de nos chères femmes. Oui, surtout on a parlé des rouges à lèvres puisque ça a circulé beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous connaissez des femmes qui s'adonnent beaucoup aux rouges à lèvres. Mais plein de femmes, hein, vous allez les voir avec des beautés, avec les rouges à lèvres qui même accentuent beaucoup plus ça. Donc, je pense que l'article est très bon, elles doivent lire ça. Il faut passer le message, mais nous allons passer il faut qu'on lise l'article et que
c'est surtout les femmes qui ça concerne aussi, elles peuvent lire l'article. Ouais, mais quand la femme met les rouges à lèvres et que vous, Abbas, ou bien Fabrice ou Joachim, quand vous lapez, quand vous sucez ces lèvres-là, vous aussi vous empoisonnez. Abbas, pourquoi vous riez? Mais c'est la question qui me fait rire. C'est tout. Eh bien, tous ces conseils sont à découvrir dans Santé Éducation au prix de 50 francs dans les kiosques et dans les pharmacies. Oui. Merci beaucoup, docteur Innocent Peto. Bonjour. Bonjour, sinon bonjour, oui. Président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Un petit commentaire sur ces articles de Santé Éducation dont nous n'avons donné que les avant-goûts. Hein. Oui, bien entendu. Et en tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'apprécie effectivement ces efforts du magazine Santé Éducation pour apporter ces informations et cette sensibilisation en quelque sorte à la population sur sa santé. Et si vous avez vu le thème général de notre semaine, c'est en fait de la contribution du pharmacien à l'éducation thérapeutique du patient. L'antibiorésistance n'est que le sous-thème que nous avons choisi cette année d'aborder. Et évidemment, surtout la question des maladies non transmissibles, les maladies métaboliques, c'est un sujet qui nous préoccupe au niveau des pharmaciens. Nous sommes, en fait, cette sensibilisation, cette semaine que nous avons décidé, je dirais, procède du fait que nous faisons le constat que le pharmacien reste l'agent de santé quand même le plus proche de la population. Nous avons un maillage territorial qui nous permet d'être tout le temps en contact avec la population et à tous les niveaux. Nous nous disons qu'on a une contribution importante sur ces aspects de sensibilisation. Et donc, le diabète, l'hypertension, les chiffres qui donnent par rapport à la prévalence et ensuite l'autre chiffre qui parle du statut et de la conscience que chacun a de son statut par rapport à ces pathologies montrent bien qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que tout le monde comprenne qu'il est important de prévenir toutes ces maladies parce que souvent dans toutes ces pathologies chroniques, le plus difficile est la complication. Elle arrive forcément quand on ne connaît pas son statut pour pouvoir anticiper. Aujourd'hui, prendre en charge une hypertension, un diabète, c'est possible. Vivre avec, c'est possible, à condition qu'on puisse s'identifier en tant que tel. Et c'est un sujet aussi que nous portons au niveau des pharmacies. Eh bien, vous les pharmaciens, généralement, on vous voit dans vos officines, vous nous vendez les produits, mais vous avez jugé important et opportun de sortir de vos bureaux et de vous ouvrir à toute la population durant toute cette semaine, docteur. Oui, c'est ce que je disais. Et vous savez que le pharmacien, c'est vrai, avant tout, l'agent de santé qui a pour mission de rendre disponibles les médicaments, de les mettre à la disposition des populations avec le conseil approprié. Mais de plus en plus, il y a des problèmes de santé publique qui nous interpellent. Notre mission, c'est avant tout faire en sorte que les Togolais se portent bien. Et nous leur délivrons les médicaments, mais aussi nous pensons qu'il faut que nous anticipions parce que la prise en charge est forcément plus difficile. Et si on peut, par des conseils, réduire en tout cas la pression de la maladie, on aurait fait beaucoup d'avancées. Et le thème que nous avons choisi cette année est un thème d'actualité, l'antibiorésistance. C'est une alerte mondiale aujourd'hui de ce que nous nous rendons compte que les antibiotiques qui ont été découverts il y a aujourd'hui plus de au temps des guerres dans les années 1940. Et aujourd'hui, ces antibiotiques-là commencent par ne plus être suffisamment efficaces pour nous traiter. Et même dans notre quotidien, on le vit. Souvent à l'hôpital, vous voyez des gens hospitalisés, on prescrit tel antibiotique, on met, on change un autre et la fièvre continue par monter. Et quand on vérifie, on se rend compte que cette personne ne peut plus être soignée par cet antibiotique parce que la bactérie en cause en ce moment a tout simplement développé des mécanismes qui lui permettent de ne plus, en tout cas, se faire tuer. Parce que ce qu'il faut signaler, parce que autant pour les maladies métaboliques dont nous avons parlé tout à l'heure, que pour la simple douleur ou la fièvre, l'antibiotique va agir sur un micro-organisme qui est en nous, qui se développe parce qu'il a envie de vivre. Donc c'est une bataille pour la vie. Et
cette bactérie-là, si vous l'attaquez, vous ne la tuez pas, évidemment comme dans toute guerre, si il est agressé, il va alors se renforcer et ensuite trouver les moyens de pouvoir ne plus être efficace. Et la résistance, malheureusement, elle se joue sur je veux dire, des mécanismes d'action de ce type de médicaments. Et ces mécanismes sont communs des fois à plusieurs familles d'antibiotiques. Donc quand vous résistez à un antibiotique, ça peut se répercuter sur d'autres que vous allez prendre. Et l'autre réalité que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, la recherche se penche plus sur les maladies métaboliques. Nous savons que la prévalence augmente, comme on l'a dit tout à l'heure. Et malheureusement, dans les pays qui ont les moyens d'investir dans la recherche, la problématique n'est plus l'infection, mais surtout les cancers, les diabètes. Et du coup, il faudrait que nous fassions avec ce que nous avons en matière d'antibiotiques. Et pour que nous puissions nous soigner, il faut les protéger. Voilà un peu ce qui a motivé donc cette action des pharmaciens. Voilà, il est établi donc bon nombre d'antibiotiques se révèlent inefficaces à cause de la résistance que développent de plus en plus les bactéries. Et je vous ai écouté, j'ai écouté certains médias faire des reportages sur votre semaine et vous relevez que cette résistance des bactéries face aux antibiotiques est due en partie à l'automédication et également au fait que nous sommes nombreux à nous adonner aux pharmacies de la rue. Oui, la sensibilisation que nous voulons faire porte justement sur les comportements que nous avons par rapport à l'antibiotique. Et nous voulons surtout rappeler que l'antibiotique n'est pas du paracétamol et que acheter un antibiotique à la rue, c'est s'exposer à des choses. D'abord, on achète souvent 2-3 gélules, ce qui ne correspond pas du tout à un traitement qui permet de stopper la multiplication de la bactérie ou bien de la tuer, puisque l'antibiotique, son rôle, c'est d'éliminer la bactérie ou bien de stopper sa multiplication. Et les 2 ou 3 gélules qu'on prend pour se soulager ne règlent pas ce problème-là. Au contraire, on sensibilise la bactérie, ça veut dire qu'on lui donne une information pour se préparer. Et il y a donc les médicaments de la rue qui sont en tout cas une des causes de cette antibiorésistance. Il y a aussi les comportements que nous avons. À nos comptoirs, nous voyons tous les jours des gens qui viennent nous demander une plaquette d'amoxicilline, sans faire de publicité, j'utilise le nom générique bien entendu. Les gens qui viennent nous demander tel autre antibiotique parce que il ciprofloxacine, on demande qu'est-ce qu'il y a. Non, je sais que j'ai la fièvre typhoïde. Vous êtes sûr? Non, je sais que c'est ma maladie. Alors qu'une fièvre typhoïde, comme le disait une de nos pharmaciennes chercheurs à la fac, une fièvre typhoïde, on ne tient pas debout avec la fièvre typhoïde. Donc, on a de ces informations qu'on se passe entre nous par rapport à un bienfait supposé de certains médicaments. Et nous voulons, en tout cas nous, en tant que professionnels spécialistes du domaine, rectifier en tout cas cet état de fait. Et donc, nous allons sensibiliser sur donc les conditions de prise des antibiotiques. Il y a une durée de traitement nécessaire et qui est souvent prescrite. Et malheureusement, dans l'antibiothérapie, on prescrit 7 jours. Au bout de 3 jours, la fièvre a baissé. On a le sentiment d'un bien-être et on a tendance à laisser de côté. Des fois, les moyens qui manquent fait qu'on se dit, comme je vais mieux, je vais garder le reste pour la prochaine fois. Alors qu'en ce moment, on se développe donc ces résistances qui feront qu'on ne pourra même plus se soigner avec ce médicament et peut-être même avec un autre beaucoup plus cher. Nous sensibilisons aussi sur les comportements simples que nous devons avoir pour réduire ce péril infectieux. On parle du lavage des mains, on parle aussi de l'hygiène tout simplement. Vous savez, dans les pays européens, des fois on vous opère, on ne met même pas d'antibiotiques parce qu'ils ont un environnement sain. Et dans nos pays, nous devons travailler à améliorer aussi cet environnement. Et c'est l'affaire de tous. C'est le lavage simple des mains, la désinfection des mains avec des produits autrement dit, la vieille sagesse est toujours de rigueur. Mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Se laver les mains, se laver son corps, vivre dans une maison propre, de la chambre à coucher, éviter le péril fécal, à la salle de bain, commençant naturellement par la cuisine et tout, même les ordinateurs que nous utilisons, s'assurer que tout est sain. Et puis pour revenir terminer avec les antibiotiques, docteur Innocent Kweto, vous nous renvoyez à l'autodiscipline
nous ne devrions acheter les médicaments que sur prescription médicale et nous conformer également à la posologie que le médecin nous a indiquée. C'est les deux principaux, les trois principaux, en tout cas, points saillants que nous avons retenus. C'est l'antibiotique sous ordonnance, parce que quand on prescrit un antibiotique, c'est vrai qu'il y a des consensus qui permettent aux médecins à l'examen de dire tel antibiotique peut vous soigner, mais derrière toujours il y a ce qu'on appelle l'antibiogramme, vérifier lequel des antibiotiques est plus adapté, est sensible, donc peut tuer donc la bactérie en cause. Donc il y a un certain nombre d'examens et d'analyses à faire, et il sera important que nous puissions nous conformer donc à cette prescription médicale. Ensuite, on a la durée du traitement. Il faut respecter toujours la posologie indiquée par le médecin, et surtout la durée qu'il faut pour ce traitement. Nous avons également mis un point sur les conditions de prise de l'antibiotique. Notamment, on sait que dans nos milieux, les gens ont tendance, parce qu'on le voit depuis qu'on a commencé cette sensibilisation, des témoignages, mélanger de l'antibiotique avec l'alcool. Et ça aussi, c'est pour tout médicament d'ailleurs, c'est des pratiques à éviter. Et nous avons commencé la semaine depuis donc le lundi, et je peux vous assurer que nous partageons entre nous les témoignages que nous avons, et on se rend compte réellement que, en tout cas, le jeu en valait la chandelle. Voilà, le jeu en valait la peine, et vraiment, c'est une action que nous allons continuer sur d'autres sujets, parce que un des objectifs de l'ordre également, c'était de ramener aussi et de ramener les pharmaciens au comptoir, et de leur faire comprendre notre rôle qui est important, et nous-mêmes, quand on s'y met, on se découvre cette utilité pour la population, pour la santé de notre pays. Voilà. Merci, que celles et ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent, et surtout qu'ils mettent en pratique ces quelques informations que nous disons ici, mais qu'on a toute la semaine d'aller dans votre pharmacie de quartier, votre pharmacien habituel. Vous avez, et je tiens à le dire ici, le pharmacien est à la disposition de la population. Quand vous rentrez dans une officine, c'est de votre droit de demander à voir votre pharmacien pour lui poser des questions sur votre santé. Vous avez des doutes sur votre traitement, vous pouvez en tout cas de plein droit demander à voir votre pharmacien. Il est à votre disposition. C'est le travail que l'ordre fait aujourd'hui, et je peux vous assurer que les pharmaciens se mettent donc en tout cas dans ce sillage-là aujourd'hui. Merci. Il y a un auditeur qui dit que vous aussi, les pharmaciens, vous ajoutez au stress des malades. C'est-à-dire, quand on vient chez vous, s'il manque 1 franc, on n'achète pas le médicament, alors que si l'acheteur a droit de la monnaie, vous n'en avez pas, vous, docteur. Oui, c'est vrai que la question de monnaie est un problème dans les pharmacies, mais je crois que les pharmaciens font plus que, en tout cas, plus que ce que cet auditeur pense. C'est vrai que des fois, c'est rendre les 5 francs, 10 francs qui, dans la circulation, on sait, est devenu difficile. Maintenant, là, on n'en produit plus. Nous ne pouvons faire qu'avec ce que nous avons. Et quand aussi il manquerait 5 francs, 10 francs, je pense que les pharmaciens savent quand même, parce que nous, notre priorité, c'est quand même de prendre en charge les gens, de ne pas retarder leur prise en charge. Et si c'est à cause de 5 francs, 10 francs, je pense qu'on s'empresse de donner le médicament. Merci. Et un autre qui dit que, en lieu place de ces monnaies, des fois on lui donne des bonbons, et une fois même on lui a donné un condom. Seulement il ne dit pas s'il a pris le condom ou non, et surtout ce qu'il en a fait. Ce qu'il en a fait. Non, eh bien, la question des bonbons, je crois que au niveau de la profession, nous avons réagi là-dessus. Oui. Et non, on ne donne plus des bonbons dans les pharmacies. Il y a certains, je sais qu'il y a certains qui donnent peut-être quelques comprimés ou une plaquette de paracétamol qui est toujours utile, mais les bonbons depuis c'est vrai, c'est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il y a plus de pharmaciens qui donnent des bonbons. Et les condoms? Écoutez, les condoms, on en a toujours besoin, il paraît. Maintenant, je sais pas. C'est un moyen de prévention. Mais ce n'est pas. On ne sait pas jamais, comme dirait l'autre. Ce n'est pas une pratique usuelle. Donc, merci, voilà. Merci. Nous avons la bonne santé, nous avons la bonne humeur. Donc, Patom, Abbas et Joachim, on peut attaquer la question politique, à moins que Patom, Fabrice. Oui, j'avais une question
à l'endroit du président de l'ordre des pharmaciens. Allons-y rapidement. Oui, en parlant de l'automédication, et puis bon, généralement, il y a aujourd'hui un phénomène, c'est-à-dire que lorsque le médecin vous prescrit un produit et vous allez dans la pharmacie, parfois on vous dit que le produit n'y est pas, mais en contrepartie, la bonne dame ou le monsieur qui est au comptoir de la pharmacie vous propose autre chose. Alors j'aimerais savoir, ceux qui vendent dans les pharmacies, est-ce que ce sont des pharmaciens? Parce que je sais ce que c'est qu'un pharmacien, je connais le parcours qu'il faut pour devenir pharmacien. Ceux qui sont sur les comptoirs dans les pharmacies, est-ce que ce sont des pharmaciens, c'est des médecins? Est-ce qu'ils sont capables de passer outre l'ordonnance du médecin en proposant autre chose à celui qui est venu acheter le produit? Docteur? Oui, très rapidement, d'abord préciser que le droit de substitution, c'est un droit reconnu aux pharmaciens de par sa compétence. C'est-à-dire que le pharmacien a le droit, c'est à l'article 411, je crois, du Code de la santé publique, de procéder à la substitution d'un médicament qui venait à manquer, ou bien même tout simplement qui ne serait pas à la bourse du patient. Parce qu'aujourd'hui, nous le faisons de plus en plus, mais il y a des conditions très précises qui sont définies par arrêté ministériel de cette substitution. Et je dis bien que la substitution est reconnue aux pharmaciens. Et pour vous répondre précisément, nos agents, nos collaborateurs qui sont au comptoir n'ont pas le droit de substituer un médicament. Et en principe, quand on a proposé une substitution, c'est parce qu'il y a un pharmacien au comptoir. Des fois, vous n'avez peut-être pas vu le titulaire, mais il y a des pharmaciens assistants qui sont à nos côtés et c'est eux qui ont le droit de substituer un médicament. Et très souvent aussi, quand il s'agit d'une prescription de spécialité, et pour faire cette substitution, des fois on appelle le médecin, ne serait-ce que pour rassurer le patient, parce qu'on sait que l'adhésion du patient à son traitement est essentielle, et souvent le patient a eu confiance à son médecin qui l'a examiné, qui lui a prescrit un médicament. Quand vous devez substituer, il faut vous assurer que le patient adhère et qu'il est vraiment... En tout cas, voilà, qu'il est d'accord. Merci. Innocent Kweto, président de l'ordre des pharmaciens. Je comprends par l'intérêt que manifestent les confrères que vous devrez passer nous voir plus souvent, monsieur le président. En tout cas, on est à votre disposition. Entre innocents, on pourra arranger ça. On peut arranger même ça. Même s'il y a un vrai, un semblant d'innocent. Voilà, il faut savoir lequel alors. Merci beaucoup. Merci. Pascal Adokoro, bonjour. Rebonjour. Maintenant, nous revenons à vous et à partir de cet instant, le Club de la presse prend l'allure d'une minute de conférence de presse. Les trois confrères et moi, nous aurons à vous interroger pour que vous nous en disiez le maximum sur la situation, sur ce politique du moment, du moins ce que la coalition fait ou ne fait pas. Commençons par ce que nous avions annoncé hier, à savoir, nous nous basions sur un communiqué de Abdou Assouman, président de la Cour constitutionnelle, qui informait l'opinion que la Haute Cour recevrait les serments des 8 nouveaux membres de la CENI hier. Et nous en avons annoncé ça et nous avons en même temps dit que la cérémonie n'avait pas eu lieu. Et effectivement, Fabrice Paton-Pétiesi, le libéral, écrit ce matin à la page 4 que les 8 représentants de la coalition ont boycotté la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle hier. Oui, bon, c'est un fait. Effectivement, ils étaient attendus hier, je crois, aux environs de 10 heures à la Cour constitutionnelle, mais finalement, les 8 membres n'étaient pas là. Et apparemment, la Cour constitutionnelle ne savait pas qu'ils ne devaient pas venir, puisque on a l'impression qu'ils les attendaient dans leur tour et tout cela, mais finalement, l'événement n'a pas eu lieu. Eh bien, Pascal Adoko, ces 8 membres de la CENI, est-ce de leur propre fief? De leur propre chef, qu'ils ont boycotté la cérémonie de prestation de serment hier, ou bien est-ce qu'ils se sont tout simplement conformés à une recommandation, ou bien pour ne pas dire à une exhortation que la coalition leur aurait signifiée? Non, vous devinez aisément que c'est les mandants qui leur ont demandé de ne pas aller prêter serment. Mais il y a un détail que M. Pétiesi a souligné tout à l'heure, sur lequel je tiens à revenir. En réalité, la C14 n'a pas voulu manquer de courtoisie vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. C'est juste quelques difficultés administratives qui ont fait que
l'information est parvenue à la Cour un peu en retard. C'est très simple. Notre décision s'appuie sur le fait que nous devons écrire aux facilitateurs et à la CEDEAO pour leur signifier notre position. Et ce n'est qu'à la suite de cette information que nous devions communiquer notre décision à la Cour. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés administratives, ce qui fait qu'à un moment donné même, on n'a pas pu saisir la facilitation parce que il y a des procédures également au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas que ça, mais il y a également des procédures au niveau de la CEDEAO. On ne pouvait pas déposer le courrier parce qu'il était déjà 11h30. Ce qui fait que le temps qu'ils déchargent ce courrier, parce qu'ils sont les vrais destinataires, avant d'en informer la Cour, il y a eu ce décalage-là. Donc, je me permets au nom de la coalition des 14 de présenter nos excuses à la Cour par rapport à ce dysfonctionnement. Soit, mais je rappelle que lorsque le président facilitateur Condé, vous avez reçu la délégation de la coalition et celle du pouvoir, l'un des points sur lequel vous étiez entendu, c'était que le problème de la CENI soit réglé, et de retour au pays, vous étiez investi pour que le huitième représentant de la CENI soit nommé par l'Assemblée nationale. Alors, si cela a été fait jusque-là, pourquoi la coalition n'a pas autorisé ces 8 nouveaux membres de la CENI à prêter serment hier? Monsieur Sass. Oui. Gao. Je vais vous dire quelque chose. Dites-nous, monsieur Adoko. La situation au Togo est pénible. Très pénible. Je suis tenté de demander ou de vous demander, nos 8 membres irions seraient allés à la CENI hier pour faire quoi? Si tout est verrouillé. On ne nous a même pas laissé la possibilité de venir pour qu'on discute de leur éventuelle prolongation. Ils ont encore défini ça avant notre arrivée. On serait allé à la CENI pour faire quoi? La date du 20 décembre, sur lequel les gens se sont prononcés, en disant même que ce n'est pas un fétiche installé, qu'on pouvait examiner en affinant le chronogramme. Même ceux qui l'ont déclaré proclament aujourd'hui que le 20 décembre est un fétiche. Vous voulez qu'on aille faire exactement quoi aujourd'hui? Il y a des questions de principe. C'est aussi simple que ça. Monsieur Sass-Gaou, et si vous étiez amené à diriger la C14, vous auriez pu en âme et conscience demander d'aller prêter serment, rien que pour accompagner. Imaginez un seul instant que, en entrant à la CENI, nous devrions désigner les membres des CELI, nous aussi, nos représentants. Les commissions électorales locales et indépendantes. Nous devrions également désigner ceux qui doivent nous représenter dans les commissions de liste et cartes. Et ces gens sont censés être formés également. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Imaginez un seul instant qu'on nous dit, vous avez droit à 8 membres. Les péripéties qui ont empêché pendant 1 mois et demi que ces membres ne soient pas désignés, vous le connaissez mieux que moi. Je ne veux plus revenir là-dessus, parce que c'est avec la douleur au cœur que je dois dire tout ça là. Et le système en face, le système auquel nous sommes confrontés, est un système qui a une méthode. La méthode, c'est comme il y a des plots, des pièges, je ne dirais pas des pièges, des obstacles devant à chaque fois. À chaque fois qu'on déplace, on vous donne une petite concession, c'est que dès que vous ouvrez les yeux, le nouvel obstacle apparaît. Imaginez un seul instant que le jour où on a élu notre 8e membre pour nous donner la possibilité, enfin, d'être en nombre pour aller à cette CENI-là. Le même soir, le corps électoral est convoqué. Ce corps électoral, nous aussi, on doit examiner les choses avec les gens et faire une proposition au gouvernement pour convoquer le corps électoral. Donc, à la limite, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on serait allé faire au-delà des autres considérations politiques. Vous savez, le recensement est un élément essentiel. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens bien sensés qui sont en train de nous dire aujourd'hui, allez vous rattraper pendant 3 jours pour inscrire vos militants.
Mais que diantre, laissez-moi vous-même, Monsieur Sass, laissez-moi vous dire. Non, vous avez la parole. Oui, j'ai la parole, vous allez me laisser le dire. Il y a des gens bien sensés, qui aiment la démocratie, et qui le proclament partout, et qui le vivent bien dans leur pays, viennent nous dire, acceptez 3 jours pour aller inscrire vos militants, qui sont déjà définis par nos adversaires. Ces 3 jours-là, on nous accorde 3 jours pour 15 ou 16 jours. Alors, pour nos adversaires, pour le même matériel, ça veut dire quoi? Il y aura des centres même d'inscription qui ne seront pas pourvus de matériel. Mais comment qu'on ne se foute pas des Togolais? Les Togolais sont des êtres humains comme les autres. Je voudrais dire une chose. Le pouvoir dans un pays doit être le reflet de la conscience de ce peuple. Et aujourd'hui, tous les mouvements qui sont à l'intérieur du Togo montrent à suffisance que la conscience du peuple togolais est plus élevée que le gouvernement que nous méritons aujourd'hui. Merci, cher confrère Abass Isaka. Sur la question de la prestation des nouveaux membres de la CENI. C'est sur la question de la prestation de serment. Il y a tous ces paramètres et toutes ces conditions. Mais pourtant, depuis dimanche, la coordinatrice de la C14, Mme Adjamabo, avait rassuré les uns les autres que les 8 membres de la CENI iront prêter serment. Pas plus tard qu'hier, sur une radio également, elle a dit qu'elle ordonne, que la C14 ordonne ces 8 membres de la coalition à aller prêter serment. Je pense que c'est ça qui a amené la Cour constitutionnelle même à s'apprêter à les attendre. Mais au dernier moment, ils n'ont pas été. Et que tout a semblé comme la C14 s'est moqué même de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle n'est même pas informée que vos membres ne vont pas arriver au niveau de la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Monsieur Abass Isaka, sur cette question de politesse et de courtoisie, je pense que je me suis suffisamment exprimé. Maintenant, par rapport à la déclaration de la coordinatrice, effectivement, le dimanche, nous avions pensé que le document qui circulait sur les réseaux sociaux, alors que la promesse nous a été faite qu'on en serait saisi pour que nous donnions notre opinion là-dessus avant sa publication. Vous parlez des conclusions, des supposées conclusions que vous avez eues avec le président facilitateur Condé. Il fallait donc que nous vérifions pour voir son authenticité. Et nos recherches nous montrent, après l'émission de la secrétaire générale de la CDPA, que tout porte à croire que oui, c'est un document, mais malheureusement ce document devrait être d'abord transmis à la C14, mais ça n'a pas été fait, les règles ne sont pas respectées, et dans ce document, dont les gens se revendiquent de l'authenticité, on met clairement que tout ce qui se passe là, c'est sans préjudice de la date. Du 20 décembre. Mais que diantre! Dans quel pays du monde on peut organiser des élections transparentes pour régler un problème politique profond de cette manière? Monsieur Sass-Gaou, je vais vous dire une chose. J'invite les Togolais à l'écouter. Quand vous chevauchez un cheval, dans n'importe quelle condition, il arrive un moment où le cheval se cabre. Et nous sommes arrivés à cette période-là. Chers confrères, encore une question sur la prestation de serment des 8 nouveaux membres de la CENI. Patom Fabrice. Oui, alors, à Conakry, vous avez réclamé et obtenu la tête de l'UFC par rapport à la CENI. Quelques jours après, vous avez accepté de vous soumettre au cérémonial à l'Assemblée nationale. Et puis, des jours qui ont suivi, vous avez annoncé que vos membres allaient prêter serment. Alors, Monsieur Adoko, à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a plus rien à faire à la CENI et que ce n'était pas la peine d'y aller? Je vais vous dire une chose. D'abord, présenter la chose comme si on a obtenu la tête de l'UFC ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Et je puis vous assurer qu'au niveau de la C14, ce n'est pas ça notre préoccupation. Chacun joue sa partition. Aujourd'hui, nous savons que les conclusions du 23 septembre disent clairement que la partie qui nous concerne, avec IES, devait désigner 8 personnes. Les gens se sont employés à perdre 1 mois et demi, à nous sortir des choses invraisemblables.
Tout simplement, c'est stratégique. C'est une stratégie légendaire de ce régime qui nous régente depuis plus de 50 ans. Donc, ne présentez pas la chose comme si on est allé demander la tête de X ou Y. Cette tête même n'existe pas pour nous. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous avez dit que nous nous sommes prêtés au jeu de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué, d'urgence d'ailleurs, pour élire le 8e membre. Ceux qui sont disponibles nommer, le terme nommer le 8e membre. Ceux qui sont disponibles sont allés de bonne grâce parce que, en revenant de Conakry, nous avions eu des assurances que cette histoire de blocage du 8e membre-là n'a pas de sens. Donc nous devons continuer à respecter la feuille de route. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, le même soir, les hostilités ont repris. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a déjà pris son décret convoquant le corps électoral avant de faire cet exercice-là. Très bien. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une stratégie. Dès que vous ouvrez les jeux, il y a un nouvel obstacle devant vous. Donc, les choses ont commencé encore à s'envenimer. En ce moment-là, les conclusions même de Conakry n'étaient pas connues de nous. Si la CEDEAO avait déjà envoyé ses conclusions au gouvernement, et le gouvernement a cru devoir commencer par les appliquer à nous octroyer le 8e membre, eh bien, nous disons clairement aujourd'hui à la CEDEAO que le peuple togolais mérite mieux que ça. Parce que quand vous êtes chargé de conduire un dialogue, à la limite même, je dirais, ils sont chargés de faire arbitrage, parce que c'est la posture qu'ils sont en train d'adopter. Et vous appuyez seulement sur une partie pour négliger l'autre partie. Je ne suis pas sûr que vous allez atteindre vos objectifs. Alors ce manquement grave est quelque chose qui a déjà commencé par faire monter la pression. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, nous avons des conclusions. Et tout ce qu'on nous a promis à Conakry, il n'y a que dans ce document cette histoire de nommer le 8e membre enfin. Mais c'est insuffisant. Vous savez très bien que, et je connais très bien le journaliste togolais, je vous connais très bien, et je sais que si hier nous avions prêté serment, vous allez tenir ça comme le flambeau de l'année pour dire, bon, ben vous-même, vous savez très bien que c'est compliqué, mais vous êtes allé à la CENI, donc vous êtes d'accord pour le processus, donc alors au 20 décembre. Vous serez le premier à le conclure. Merci. Donc, monsieur, je voudrais... Accablés, oui, même, oui, le président Trump ne nous ménage pas. Oui, mais moi je vous adore. Merci beaucoup. Seulement, nous, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, sur ce plan, Voltaire avait raison. Et si les êtres insensés continuent de diriger leur peuple qui n'ont pas de mémoire, la C14 et le peuple togolais a eu une mémoire. Merci. Il sait que c'est la même stratégie et cette fois-ci, on ne l'acceptera plus. Encore une question sur la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Or, quand vous ordonnez à vos représentants de ne pas y aller, est-ce que vous ne laissez pas le champ libre finalement à qui de droit de faire les choses comme ils le pensent? Peut-être les gens n'ont même pas envie de nous voir. Tout est mis en œuvre pour qu'on n'y soit pas, Monsieur Sasgaou. Et vous savez, je suis un acteur politique, modestement dans mon coin. Mais je connais le fonctionnement de la CENI. Nos camarades, les 8 iront, ils n'auront même pas... Vous le saviez avant quand même de vous battre pour qu'ils y aillent. Monsieur Sass, vous me laissez développer. Allez-y. Ou en ce moment, vous tirez vous-même vos conclusions. Je dis, en tant qu'acteur politique, dans ma modeste posture où je suis, nous connaissons le fonctionnement de la CENI. Tout est fait. Il ne reste plus aucune décision à prendre, y compris même notre propre sort, pour aller nous inscrire sur la liste. Tout est réglé. Si vous allez, les gens sont en mission. Là, votre plénière là, ça n'existera pas. N'oubliez pas que si nous n'obtenons pas l'équité, la parité dans la CENI, c'est peine perdue. C'est pour ça que quand à Conakry on nous a proposé qu'ils vont nommer un autre Togolais à la tête de la CENI, en ce moment il y aura 8 pour la coalition, 8 pour le parti au pouvoir et
un homme neutre, un non-togolais au milieu. En ce moment... Vous êtes entendu sur ça à Conakry? Nous sommes entendus sur ça à Conakry. Que le nouveau président de la CENI devrait être un non-togolais. Un non-togolais. Est-ce que je vous le dis. Vous rediriez ça devant Alpha Condé? Je le redirai devant Alpha Condé. Et c'est un acte sur lequel il s'est prononcé clairement en disant, nous avons même déjà convenu. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre notre voyage de Conakry et la feuille de route qui est sortie? Pourquoi n'ont-ils pas eu le courage de signer? C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple togolais est fatigué. Si les gens ont décidé de nous sacrifier, ils n'ont qu'à le dire. Si les gens ont considéré que aujourd'hui ceux qui nous rejoignent depuis plus de 52 ans sont les meilleurs acteurs, les meilleurs alliés avec qui ils peuvent travailler, ben qu'ils nous le disent. Mais nous ferons notre job, notre devoir de maison, de Togolais, de patriotes, pour que enfin la démocratie s'installe au Togo. 93.5 Canal FM. Nous avons encore 20 minutes avec notre invité, M. Pascal Komlan Agbekoui, Adoko, alias Assil Assime, secrétaire général adjoint de la CDPA, chargé entre autres des questions politiques. La CDPA, membre de la coalition dont M. Adoko nous partage les conclusions. Autre point, décidément la CENI joue les prolongations ces derniers temps. D'abord la CENI qui vient en se fondant sur les conclusions de Conakry, la CENI qui proroge de 3 jours le recensement dans tout le Togo. Autre prolongation de la CENI, c'est le dépôt de candidature pour les élections législatives. Le terme échu aurait dû être aujourd'hui. La CENI dit qu'on peut déposer les dossiers jusqu'au lundi prochain. Pascal Adoko, est-ce que la CDPA ou bien les partis de la coalition ont déjà commencé à déposer leurs dossiers de candidature pour les élections législatives? Avant de répondre à cette question, pourquoi courons-nous? On court pour aller où? Et ceux qui nous accompagnent, c'est à pas de course qui veut régler la crise du Togo? Même le président Macron en son temps a dit, on doit régler le problème par des élections transparentes et justes. En leur âme et conscience aujourd'hui, face à l'histoire et aux hommes, ce qui se passe au Togo aujourd'hui peut donner l'occasion d'une élection libre et transparente pour qu'on fasse l'arbitrage sur ceux qui veulent le changement et ceux qui veulent conserver ce qui existe. Non. Donc, je peux vous dire modestement, M. Sasgaou, Pascal Adoko n'est pas sur la liste électorale. Et à ce titre, il n'est ni électeur, ni éligible. Et ça, c'est valable pour tous les membres de la C14. Ça, nous le savons. Mais la CENI vous offre l'occasion de vous rattraper en vous inscrivant et en déposant les dossiers. Et pour ça, vous avez jusqu'au dimanche pour l'enrôlement et vous avez jusqu'au lundi prochain pour déposer vos dossiers de candidature. Heureusement que l'histoire est une roue qui tourne. J'espère qu'un jour, ceux-là qui nous dirigent ne seront pas confrontés à une telle situation. Joachim Loko de Dunia Le Monde. Monsieur Pascal Adoko, en boycottant tout, est-ce que vous ne laissez pas le boulevard à vos adversaires? Puisque les 5 ans à venir, ils auront à légiférer. Ce sera le choix des Togolais. Et à ce propos, d'ailleurs, le libéral se demande si nous allons vers une assemblée monocolore. Oui. C'est un peu l'interrogation de le libéral. Monsieur Sasgaou. Oui, monsieur Pascal Adoko. Vous pouvez avoir fait n'importe comment. Mais ce n'est pas tout ce que vous trouvez que vous mangez. Et monsieur Bignaki est venu nous dire même que ce qu'on mange même, dans ça là, il faut encore trier. Donc ne m'obligez pas à aller consommer ce que je ne peux pas digérer. Certes, mais je reviens à cet article de Dunia, plutôt de Le Libéral. Fabrice, vous écrivez qu'après la CEDEAO, le groupe des 5, à savoir les ambassades d'Allemagne, de France, des États-Unis, l'Union européenne, le système des Nations Unies, et le groupe des 5 enfonce le clou, et vous en tirez la conclusion que la coalition des 14 se met à dos la communauté internationale. Oui, bien évidemment, parce que quand on a vu le communiqué de la CEDEAO après la rencontre de Conakry, on a cru comprendre que la C14 n'était pas d'accord par rapport au contenu, surtout en ce qui concerne
la carte blanche obtenue par le gouvernement pour dérouler le processus électoral. Alors, on en était là quand le groupe des 5 également sort une déclaration hier demandant à la même C14 de s'aligner plus ou moins derrière ce qui est en train d'être fait, de profiter de l'occasion des 3 jours. Et donc, sur ce point, on se dit également la réponse de la C14 par rapport à la CEDEAO, ce sera la même réponse que le groupe des 5 aura, c'est-à-dire le non avec à l'appui un boycott. Et c'est pour cela que si vous parcourez notre analyse, nous disons à cette allure, est-ce que finalement la C14 ne se met pas à dos toute la communauté internationale? Et puis quand c'est comme cela, généralement on sait que sur le plan politique, oui, tout passe par les urnes où il faut se fonder forcément sur l'électorat pour espérer gouverner ou diriger un jour, mais au-delà de ça également, il y a ce qu'on appelle les relations internationales parfois où vous avez l'impression que ça ne se limite pas seulement dans notre carré togolais, mais parfois il y a aussi les puissances occidentales et tout cela qui ont leur mot à dire, puisque généralement quand on organise une élection, pour savoir si elle est crédible ou pas, ça ne vient pas de nous. Généralement, tout le monde tend son oreille vers ces puissances-là pour savoir quelle est la note qu'ils accordent à ce qui s'est passé avant que tout le monde l'applaudisse. Et donc, nous disons que sur le plan politique, est-ce que le fait de ne pas plus ou moins respecter ou du moins suivre ce que la CEDEAO et le groupe des 5 dit, est-ce que ça arrange la C14 par rapport à ses relations au niveau de la communauté internationale? Alors, se basant sur la conférence de presse de la coalition hier, le confrère La Lanterne cite un extrait des propos de Fab qui dit « Il faut être fou pour y aller », donc à la CENI, aller se faire recenser et également aller déposer ses dossiers pour la candidature. Liberté également nous cite un autre extrait. Citation donc, nous n'accepterons pas que la CEDEAO nous mène à l'abattoir. Et autre journal, c'est Dunia Le Monde qui écrit que la CEDEAO, plutôt la coalition des 14, accuse la CEDEAO et boycotte tout et appelle à des manifestations. Mais pas ça, donc je reviens à l'article de Le Libéral. Vous n'êtes pas d'accord avec la CEDEAO et vous le dites haut et fort. Vous semblez ne pas être d'accord également avec le groupe des 5, à savoir les puissances Allemagne, France, États-Unis, Union européenne, système des Nations Unies. Finalement, quel soutien ou bien quelle caution la coalition aurait encore actuellement? Non, je vais être clair avec vous. 1. La communauté internationale était au Rwanda. Et pourtant, on a massacré les Rwandais. 1 million de morts. La communauté internationale était au Togo en 2005. Au moins 1000 morts. Nous voyons que le dispositif se met en place. Ne m'obligez pas à dire que nous sommes en face, le peuple togolais est en face d'un complot international. Ne m'obligez pas à le dire. Parce que je ne veux pas le dire. Eh bien, ne le dites pas. Alors, je ne l'ai pas dit. Et pourtant, vous l'avez dit. C'est tant mieux pour nous tous. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe là, c'est du déjà vu. Et Voltaire avait anticipé là-dessus. Heureusement que le peuple togolais a sa mémoire. Si nous devons concourir à une élection dans les conditions scabreuses que nous sommes en train de voir, pour le 20 décembre qui vient, dans 3 semaines là, pour récolter 1000 ou 5000 morts, alors, vous voyez bien que la position de sagesse du peuple togolais, c'est de regarder et de faire son devoir constitutionnel. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, le devoir constitutionnel nous oblige à protester et nous protesterons. C'est ce que nous pouvons faire. On est tellement habitué à ça que tout à l'heure vous l'avez senti comme une accusation. Chaque fois que vous faites un pas
Les gens vous disent, dès que vous avez fait pas, c'est que vous-même vous avez déjà cautionné. Comment voulez-vous que dans un... Mais même quand il n'y avait pas de la crise au Togo, mais on n'a jamais eu des élections aussi bizarres. Aussi bizarres. Au moins, on est dans la CENI dans des conditions plus ou moins acceptables avant que, vers la fin, le jeu se joue. Aujourd'hui, nos adversaires, ce n'est pas un arbitre. Hein. Le gouvernement togolais n'est pas un arbitre. C'est notre adversaire. C'est pour ça d'ailleurs que, dès le lendemain de la feuille de route, j'étais chez un de vos confrères et j'ai dit, la feuille de route c'est bien, mais qui l'applique? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Mais il est clair, aujourd'hui, que la feuille de route était destinée au gouvernement togolais de l'appliquer. La question, est-ce que vous l'avez reposée au professeur? On l'a posée. Il y a une semaine. On l'a posée encore une semaine. Et le facilitateur vous a répondu quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est allé au dialogue, nous avons souhaité un gouvernement de transition. Le gouvernement togolais a refusé. Et ceux qui s'empressent aujourd'hui de sortir les communiqués n'ont rien dit. Sachant pertinemment que Sasse Gaou et moi, si nous nous battons aujourd'hui et on vous dit d'arbitrer, vous allez arbitrer en ma faveur. Bravo, vous êtes extraordinaire, monsieur Sasse Gaou. Comment? Il ne faut pas prendre les Togolais pour des idiots. Tous ceux qui sont autour de cette table comprennent bien ce que je dis. Vous me posez des questions de principe et je vous comprends, je reprendrai pour permettre aux Togolais de comprendre. Mais les Togolais sont révoltés, énervés au maximum. Et ça ne présage pas de quelque chose de bon. Or, je suis profondément pacifique et j'aime la paix. Et j'implore le président Faure Gnassingbé de prendre ses responsabilités. Il ne peut pas, pour accepter et cautionner et parrainer la résolution de cette crise en voulant organiser des élections à pas de charge, pour ne même pas laisser un petit espace aux adversaires qui sont ses compatriotes, d'avoir un peu cet espace-là pour faire quelque chose, pour concourir. Si on vous demande, vous avez 2 épouses, 2 femmes qui se battent. Tu en as qu'une. Ce n'est qu'une hypothèse. Je n'en ai qu'une. Merci. Je ne te souhaite pas d'en avoir une deuxième. Il y a beaucoup de problèmes avec la seule. Monsieur Sasse Gaou, oui. Vous avez 2 coépouses qui se battent pour préparer à manger. Et une 3e personne extérieure vient pour vous dire, bon, entendez-vous, c'est comme ça que vous allez vous entendre pour faire la cuisine. Pendant qu'on est en train de faire cet arbitrage-là, la première épouse, ou je ne sais pas, la deuxième, s'est enfermée déjà dans la cuisine. Et de la fenêtre de la cuisine, il dit, ma coépouse, moi j'ai fini de préparer. Viens, on va manger. Si tu ne veux pas manger, tant pis. Oh, diantre. Si tu y vas et que tu es empoisonné, ce sera ta faute, oui ou non? Sasse, vous pouvez manger ça après vous êtes battu avec votre coépouse qui est dans la cuisine, qui ne vous permet pas d'entrer pour que vous prépariez ensemble. Vous allez pouvoir manger ça. Oh, le minimum, c'est que vous allez au moins manger un interdit. Parce qu'elle ne vous ménagera pas, cette coépouse-là. On ne se bat pas et en même temps, on demande à une partie d'arbitrer. Ça n'existe pas. Et c'est le moment, pour moi, de regarder droit dans les yeux la communauté internationale qui se prépare à envoyer le peuple togolais à l'abattoir, que c'est dangereux et inhumain ce qu'il se prépare à faire. Merci. Eh bien, je rappelle que la coalition a appelé la population à boycotter les recensements qui ont eu lieu. La coalition n'autorise pas ces 8 représentants à aller siéger à la CENI. La coalition appelle déjà à boycotter les 3 jours de prorogation du recensement. La coalition, dont M. Adoko nous dit qu'aucun membre de la coalition n'a encore déposé de dossier de candidature pour les législatives et que vous ne le feriez pas. C'est tout cela que le Mania Libéré résume en disant que la coalition des 14 défie la CEDEAO
et la communauté internationale, eh bien, en lieu et place de tout ça là, puisque vous ne vous inscrivez pas dans le processus électoral en cours, qu'est-ce que la coalition propose comme moyen d'expression? Première chose, vous dites que la coalition défie la CEDEAO. Nous ne défions personne. S'il y a quelqu'un que nous défions, c'est le gouvernement togolais, le pouvoir togolais. Parce que ça, c'est notre devoir. Et les problèmes togolais, il nous appartient de les résoudre d'abord. Je vais vous dire une chose. La communauté internationale dont vous faites mention, et que vous connaissez bien, et que je connais bien aussi, pris individuellement, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais c'est collectivement que, vous savez très bien comment ça se joue, la géopolitique, que les gens disent ces choses-là, tout en se morfondant dans leur chambre. Voilà. Cette communauté internationale extraordinaire avait cautionné le coup d'État du Gilbert Diendéré au Burkina Faso. Mais là, au moins, il y a des patriotes, aussi bien dans le civil que dans les autres corps constitués de la République. Ils ont dit non. Aujourd'hui, cette même communauté internationale cite le Burkina Faso comme un exemple de courage d'un peuple et le salut. C'est ça. Ça a amené le président Macron à délocaliser ce qu'il veut faire à l'Afrique là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple togolais, je vous invite au courage. Nous devons être courageux parce que nos aïeux se sont déjà battus contre la colonisation. Et nous avons eu notre indépendance en 1958, pas en 1960. Nous pourrons encore reconquérir cette deuxième indépendance dans la paix par notre courage. Merci Pascal. Est-ce que vous confirmez, est-ce que la coalition confirme cet appel à manifestation pour le samedi prochain? Si oui, quel est le pourquoi, même si c'est un rappel de cette manifestation du samedi prochain? Aujourd'hui, vous savez, je suis en train de parler avec un peu de douleur au cœur. Je sens également beaucoup d'émotion dans votre voix. Même si je ne dois pas être en colère. Parce que un des principes fondamentaux de la lutte contre une dictature, c'est de ne jamais négocier avec un dictateur, sauf sa reddition. Pour la deuxième fois, le peuple togolais a commis l'erreur de négocier avec la dictature. J'espère que le peuple togolais n'aura pas la mémoire courte la prochaine fois. Ceci étant, maintenant de guerre lasse, parce que nous avons tout donné. Depuis que cette médiation a commencé, le peuple togolais à travers la coalition des 14 est resté à la limite sage. Pas de manifestation. Rien du tout. Notre âme constitutionnelle est mise au placard. Et on nous le reproche, et avec raison. Nous avions continué à respecter tout ce que la CEDEAO a demandé. Pour nous voir aujourd'hui en aval, à la fin, être floués. Oui, mais dans leurs officines, eux-mêmes, ils savent qu'eux, ils ne peuvent rien, que c'est le peuple togolais qui doit faire son devoir. C'est ainsi que la coalition des 14 partis politiques renoue avec son droit constitutionnel de manifester pour que la mascarade qui se prépare dans ce pays puisse s'arrêter. Ainsi, le 17, samedi prochain, nous allons faire une manifestation de mise en garde. Et ça va se dérouler de la manière suivante, si vous permettez. Nous allons démarrer de Bekota pour certains ou du marché de Ber pour d'autres, pour converger vers Enfabé. Cette décision, nous l'avons prise parce que tout coin du territoire national est un espace et c'est notre nombre qui va déterminer la suite. Nous invitons tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, dans tous les recoins, qui aiment leur patrie et qui veulent la liberté pour cette patrie-là, de se mobiliser. Mais si vous ne le faites pas,
vous auriez décidé d'embrasser définitivement l'esclavage. C'est le moment de rappeler que peut-être la communauté internationale veut instaurer une dynastie au Togo. Peut-être. Peut-être. Je ne le sais pas. Mais les Togolais ne veulent pas de dynastie et ils devront se battre. Merci. Il y a quelque chose de pathétique, vous voyez, une certaine émotion que je décèle dans la voix de Pascal Adoko, mais je vous laisse apprécier. C'est vous le meilleur arbitre du club de la presse. Eh bien, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Juste une tradition que nous allons respecter, à savoir notre invité, le président de l'Ordre des pharmaciens qui est avec nous et qui nous a écoutés avec beaucoup de patience, digne d'un pharmacien. Nous allons écouter sa conclusion, puis nous revenons ici recueillir vos cartons du jour et l'ultime conclusion de notre invité Pascal Adoko. Innocent Peto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Je vous remercie. Je voudrais tout simplement, puisque vous allez distribuer des cartons, moi je voudrais en tout cas saluer ce qui se fait depuis que nous avons commencé cette semaine. Je voudrais vraiment adresser un satisfait à mes confrères qui se sont massivement mobilisés pour cette semaine. Ils témoignent tous les jours des retours qu'ils ont des patients qui nous font confiance, qui viennent effectivement s'enquérir un peu plus de cette question de la résistance aux antibiotiques. Nous pensons qu'il faut aller loin. Nous avons évoqué d'autres pathologies qui nous assaillent. Je pense que les pharmaciens sont désormais mobilisés, disponibles dans leurs officines pour servir et accompagner en tout cas la population dans sa recherche du bien-être. Merci à vous. Nos amitiés à vos confrères pharmaciennes et pharmaciens, et prochainement dans ce studio pour continuer à nous sortir de l'ignorance. Chers confrères, vraiment, merci pour votre fair play. Vous avez accepté volontairement et confraternellement concéder votre temps de parole à notre invité Pascal Adoko, qui saura vous renvoyer l'ascenseur au cours de la troisième mi-temps. D'ici là, vos cartons de fin d'émission. J'ai déjà le main en l'air. Fabrice Paton. Ben, j'ai pas un carton, mais je voulais profiter pour se poser une dernière question à Pascal. Peut-être qu'il me répondra dans sa conclusion. En fait, je pars un peu de sa chute par rapport à la CEDEAO. Il a dit la CEDEAO nous a floués. Effectivement, on a compris que dès le départ, vous avez beaucoup fait confiance à la CEDEAO. Alors aujourd'hui, vous déclarez que vous avez été floué. Est-ce que finalement, vous êtes en train de donner raison à ceux qui pensaient qu'en réalité, ceux qui disaient dès le départ que la solution au problème togolais ne viendra pas de l'extérieur, que ça aurait été mieux que les Togolais eux-mêmes discutent pour voir s'ils peuvent régler leurs problèmes? Eh bien, Pascal va nous ramasser ça dans sa conclusion. Je fais le tour des cartons maintenant, Bassisaka. Oui, moi aussi, j'aime pas de cartons, mais dans la même lignée. C'est qu'on constate que de jour en jour, la crise de confiance s'accentue. Et entre l'opposition et le pouvoir. Elle a même atteint aujourd'hui, même le plan international avec l'organisation qui nous aide à résoudre notre problème, même avec le groupe des 5. On a vu que même les 2 documents publiés par le groupe des 5 ont été mis en doute au niveau de la coalition. On va même jusqu'à attaquer même le président, le facilitateur, le président ghanéen. Bon, c'est pour cela que moi je voulais qu'on nous ramasse tout ça par rapport à cette crise de confiance qui a dépassé nos frontières actuellement. Merci. Joachim Loko? Non, mais moi je voudrais appeler les... C'est carton, hein? Oui, bon, je n'ai pas de carton. Juste appeler toute la classe politique togolaise à un sens de patriotisme, parce que le Togo, c'est notre héritage et nous sommes obligés nous sommes obligés de laisser ce Togo-là paisible à la postérité. Merci. Et donc que chacun mette de l'eau dans son vin et que les acteurs reviennent à la raison pour que nous puissions... Pour adapter votre chose là, mais que chacun verse un peu d'eau dans son tchakpalo, dans son tchoukoutou, dans son sodabi, et qu'on ait une boisson buvable. Bien sûr. Zabdiel Bignake, votre carton? Non, je n'ai pas de carton. Vous passez. Eh bien, Pascal Adoko, vous avez 1 minute pour ramasser toutes ces inquiétudes, toutes ces exhortations et questions. Non, je crois que par rapport aux préoccupations de vos 2 confrères, je leur dirais que nous ne jetons pas l'anathème sur la communauté internationale, ni sur les facilitateurs. Nous rejetons et condamnons ce qui s'est passé comme décision et proposition ces derniers moments.
Et il est pour nous normal que nous réagissions. Maintenant, en termes de confiance, non, vous savez, nous l'avons clairement dit dans notre déclaration hier, c'est que nous sommes profondément pacifiques. Et je sais qu'en son temps, quand la CEDEAO a offert sa médiation, si on avait dit non, on dira que nous sommes des radicaux, etc. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de chuter vers quelque chose. Mais je dirais à M. Pechesi, non. Nous savons très bien comment notre pouvoir togolais fonctionne. Ce pouvoir fonctionne comme s'il est le propriétaire du Togo. Et tout ce qui s'approche d'eux ou de lui doit se soumettre et accepter ce qu'on lui concède et se mettre à côté. La preuve, le minimum, si tant est que nous pouvions nous faire confiance à l'intérieur du pays, c'est que quand on a proposé cette feuille de route, on devait s'asseoir et continuer à appliquer. Aujourd'hui, on serait en train de préparer ces élections. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors je dirais tout simplement que j'ai un rêve pour le Togo. Et ce rêve, je pense qu'il n'est pas loin. Nous allons avoir un beau Togo très bientôt. Et Dieu, le prix sera le prix. On va devoir arrêter sur ce rêve que Pascal Adoko a pour le Togo, en complément de I Have a Dream de Martin Luther King pour les États-Unis d'Amérique. Eh bien, Pascal Adoko, et c'est là-dessus que nous terminons. Désolé. Partagez votre rêve avec les plus de 7 millions de Togolais que nous sommes et nous n'en serons que plus heureux. Et je le partage ici ou bien c'est en dehors? À partir de maintenant et en tout moment, que ce Oui, soit à ce rêve, que ce soit au cours des réunions de la coalition 14. Non, mais ce rêve, c'est important pour moi. Ce rêve, c'est un pays fraternel. Mais il suffit tout simplement que les gens se dépatissent de l'insatiabilité vis-à-vis du pouvoir. Merci, bon appétit. Vous digérez bien cette émission parce que demain déjà à 11h, nous serons au rendez-vous si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.